Jean-Claude Mailly, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Jean-Claude Mailly, j'ai 64 ans, je suis secrétaire général de Force ouvrière, originaire du Nord-Pas-de-Calais, où j'ai fait mes études, été salarié à la Sécurité sociale et rapidement devenu militant syndicaliste. Et les hasards de la vie, d'une certaine manière, m'ont fait prendre des responsabilités dans l'organisation syndicale jusqu'à devenir être élu secrétaire général en 2004. Est-ce que le syndicalisme est nécessaire? Je pense que le syndicalisme est indispensable. D'ailleurs, il faut noter que le syndicalisme libre, en tous les cas, avec sa liberté de comportement, n'est possible que dans les pays démocratiques. Dans les pays qui ne sont pas démocratiques, il peut y avoir des syndicats, mais ce sont souvent des syndicats officiels qui sont là pour relayer ou la parole du gouvernement, qui est en général d'un parti unique. Même si les choses commencent à évoluer, c'est par exemple encore le cas de la Chine aujourd'hui, même si, y compris en Chine, il y a des évolutions. Donc, dans les pays démocratiques, oui, le syndicalisme est indispensable. C'est un des éléments de la démocratie. Ce n'est pas le seul, bien entendu. Les partis politiques et le pluralisme politique est y compris un élément de la démocratie, même que la séparation des pouvoirs. Mais en tous les cas, le syndicalisme, tant du côté des salariés ailleurs que du côté du patronat ou des agriculteurs, c'est l'expression catégorielle des salariés, des employeurs, et ça fait partie effectivement des fondements de la démocratie. Est-ce que l'unité syndicale est inconcevable? L'unité, ça dépend de ce qu'on appelle unité. Est-ce qu'il faut un seul syndicat? Moi, je considère que non. Au-delà, après, on n'est pas obligé d'en avoir 10, parce qu'il y a des conceptions syndicales différentes. Ça n'est pas le propre de la France. Dans la plupart des pays développés ou démocratiques, il y a plusieurs organisations syndicales. Alors, on peut avoir ponctuellement ce qu'on appelle des actions communes. Action, ça ne veut pas obligatoirement dire une grève. Ça peut être des comportements identiques au moment d'une négociation, au moment d'une discussion avec un gouvernement, quel qu'il soit. Mais l'unité syndicale, je dis bien, les pays où il y a un seul syndicat, généralement, ce ne sont pas des démocraties. Et il faut bien comprendre qu'au moins dans les pays européens, par exemple, il y a grosso modo 3 tendances syndicales principales qu'on retrouve, y compris dans notre pays. Il y a un syndicalisme qui historiquement a plutôt été lié au Parti communiste, même si c'est moins vrai aujourd'hui compte tenu du poids du PC en France comme dans d'autres pays. En France, c'est la CGT. Il y a un syndicalisme d'origine chrétienne, né en France en 1919, qui a donné naissance CFTC et CFDT, et Force ouvrière, dont le nom officiel d'ailleurs, on dit toujours FO, et c'est très bien comme ça, mais notre sigle officiel c'est CGT-FO, parce que nous sommes issus historiquement d'une scission de la CGT, mes anciens ayant refusé la tutelle d'un parti, en l'occurrence le Parti communiste. Donc ces 3 tendances se reflètent dans beaucoup de pays. Vous avez ces tendances-là en Italie, plus ou moins en Espagne, un peu aussi en Belgique par exemple. Donc qu'il y ait plusieurs sensibilités, plusieurs conceptions syndicales, d'abord ça laisse un choix aux salariés, il n'y a pas qu'une seule image et une seule conception. Et là encore, le pluralisme, c'est une question de démocratie. Justement, pourquoi les salariés sont-ils si peu syndiqués dans notre pays? C'est vrai que si on regarde la statistique, il y a moins, alors on peut discuter du chiffre, disons autour la dernière étude du ministère du Travail évoque un taux de 10 à 11%. C'est vrai que comparé à d'autres pays où il peut y avoir, exemple en Allemagne, 30 ou 35% de syndiqués, dans les pays nordiques beaucoup plus, il faut faire attention sur ce genre de choses. Alors, je ne conteste pas le chiffre, ce n'est pas une histoire de contester, mais le chiffre n'est pas significatif, il n'y a pas de corrélation, en quelque sorte, entre le taux de syndicalisation et la situation réelle des salariés. Il faut prendre en compte la manière dont les relations sociales fonctionnent. Si vous prenez, je vais prendre un exemple pour me faire comprendre, prenez la question de l'assurance chômage. En France, nous avons réglé ce problème après-guerre, en 1958, la première fois, en signant un accord avec le patronat. Les syndicats et le patronat mettent en place un système d'assurance chômage. Or, je rappelle qu'on a un principe dans notre pays, même plusieurs principes, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Je rajoute même, moi, la laïcité comme 4e principe. La notion d'égalité républicaine, ce n'est pas l'égalitarisme, ce n'est pas obligatoirement non plus
quelque chose qui, selon moi, est beaucoup plus subjectif, qui est l'égalité des chances, c'est l'égalité de droit. Assurer un minimum d'égalité de droit, si l'on parle des citoyens, donc c'est la loi entre les citoyens, si l'on parle des salariés ou des entreprises, entre les salariés et les entreprises. Donc quand nous avons mis en place ce système, qui perdure avec des évolutions encore aujourd'hui, vous êtes salarié en France d'une TPE ou d'une multinationale, vous perdez votre emploi, vous avez les mêmes droits à l'indemnisation. Que vous soyez syndiqué ou non syndiqué. C'est cette notion de république sociale, le minimum d'égalité de droit. Ça n'incite pas à la syndicalisation, puisque que vous soyez syndiqué ou pas, vous bénéficiez du droit. En même temps, ça répond à un principe républicain d'égalité. Si vous êtes dans un pays nordique, chaque grand syndicat gère sa propre caisse d'assurance chômage. Ce qui fait que vous êtes salarié, vous voulez vous assurer contre le chômage, vous choisissez une caisse, de facto, vous devenez syndiqué. Ça explique des différences. Pour autant, est-ce que le système français d'assurance chômage est moins bon que le système nordique ou le système belge? Non. Les droits sont ou meilleurs ou identiques. Donc il n'y a pas une corrélation systématique. Ça dépend du système dans lequel nous vivons. Si je prends un autre exemple qui est un exemple d'actualité. On est en train de discuter des ordonnances avec le gouvernement, et il y a un des thèmes de négociation qui passe peut-être au-dessus de la tête de beaucoup de gens, et je peux le comprendre, c'est cette fameuse articulation dans la négociation collective entre la négociation nationale et la négociation d'entreprise. Il faut savoir que la France, c'est la source, c'est l'Organisation internationale du travail. La France, c'est l'un des pays, ou voire le premier pays au monde, en termes de couverture conventionnelle des salariés. 95% des salariés français sont couverts par une convention collective ou un statut, parce qu'il y a des conventions collectives nationales, de ce qu'on appelle la négociation de branche. C'est-à-dire que vous êtes salarié d'une TPE de la chimie, il y a 5 salariés, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'accord d'entreprise, vous avez comme tout le monde le code du travail, mais vous avez aussi les dispositions de la convention collective nationale. Vous avez d'autres pays, je pense aux États-Unis par exemple, où vous avez un taux de couverture conventionnelle de l'ordre de 30 à 35%. L'Allemagne, dont on parle beaucoup, il y a un taux de couverture conventionnelle de 50%. Donc, c'est encore derrière ça, il y a ce réflexe, cette valeur républicaine qui est, là encore, non pas l'égalitarisme, mais d'assurer, alors les technos vont dire un minimum de régulation économique et sociale, et moi je préfère dire un minimum d'égalité de droit entre les salariés ou entre les entreprises. On donne souvent aux syndicats français l'exemple du syndicalisme allemand. Est-ce que c'est justifié à votre avis? C'est-à-dire qu'on donne souvent l'exemple de l'Allemagne par rapport aux résultats économiques. Et si on regarde les indicateurs macroéconomiques, oui, l'Allemagne a des excédents, l'Allemagne a un déficit budgétaire moins important, ce qui est vrai, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je veux dire, il faut regarder pourquoi l'Allemagne est dans cette situation. Si on regarde sur le plan industriel, par exemple, l'une des forces de l'Allemagne, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années, c'est l'existence, par exemple, de ce qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire, de grosses PME. En France, nous en avons beaucoup moins. Nous avons des champions, des multinationales, dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le commerce ou autre. On a beaucoup de TPE et de PME de petite taille, beaucoup moins de taille intermédiaire. Il y a un réseau banque-industrie beaucoup plus serré en Allemagne qu'il n'existe dans notre pays. Bon, c'est deux exemples, il y a d'autres raisons qui font que l'Allemagne a une place industrielle plus forte. Nous ne fabriquons quasiment plus de machines-outils dans notre pays. Aujourd'hui, les Allemands fabriquent encore beaucoup de machines-outils. Et là, ce n'est plus une question de prix, tellement. Vous avez besoin d'une machine-outil, si la qualité est allemande, vous achetez une machine-outil allemande. Il y a peu de pays qui fabriquent encore de la machine-outil aujourd'hui. L'Allemagne, vous avez la Suède, l'Italie, la Chine, etc. Bon. Après, sur le plan syndical, il faut d'abord savoir que avant Hitler, le syndicalisme allemand était très proche dans ses structures du syndicalisme français. La guerre est intervenue, le nazisme, etc. Après la guerre, en fait, la forme du syndicalisme allemand a été d'une certaine manière, peut-être pas imposée, mais dictée en tous les cas par les Alliés, et notamment les Américains et les Anglais, qui ont à la fois un système syndical différent, et par exemple, il fallait éviter toute notion collectiviste, parce que le collectivisme était à la fois la référence au communisme et à l'Union soviétique, mais c'était aussi les nationalisations, référence à Hitler. Donc on a voulu faire un syndicalisme dit qui serait moins de lutte de classe, plus de
cogestion, même si ce n'est pas réellement une cogestion. Donc ça explique un peu les changements de pied à un moment donné du syndicalisme allemand. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, par exemple, le syndicalisme allemand n'est pas un syndicalisme efficace. C'est un syndicalisme efficace qui obtient des résultats. Mais nous sommes, par exemple, très liés avec le principal syndicat allemand, qui est le DGB. Quand je discute aujourd'hui avec mon homologue allemand, il y a des choses qui sont intéressantes en Allemagne, mais il y a aussi des choses moins bien qu'en France. Il y a un taux de précarité beaucoup plus fort en Allemagne, par exemple, ou ce que je disais, un taux de couverture conventionnelle moins fort. Donc, moi, j'aime pas les modèles. Je dis, il n'y a pas un modèle français qu'on va imposer aux autres, mais pas plus qu'il y a un modèle allemand ou nordique. Chaque pays a son histoire, ses spécificités. Au moins pour les pays démocratiques, tous les syndicats, quelle que soit leur conception, sont attachés à la négociation collective, sont attachés à l'existence de services publics, sont attachés à l'existence de systèmes de protection sociale. Ça, c'est des points communs aux syndicats européens. Après, bon, selon l'histoire de chaque pays, les modèles peuvent être différents. Il n'y a pas une répugnance du syndicalisme français à l'idée de cogestion perçue comme une sorte de collaboration entre les syndicats et le patronat? Si, il y a une résistance. Dans les cas de mon organisation, il y a toujours eu une résistance à ce qu'on pourrait appeler une cogestion, mais une vraie cogestion, je veux dire, avec partage des responsabilités. L'un de mes anciens, André Bergeron, disait on ne peut pas être gouvernant et gouverner. Voilà, c'était la formule qu'il utilisait. Alors, dans l'entreprise, au niveau de l'État, il appartient aux responsables de prendre les grandes orientations. Le choix d'investir, par exemple, c'est une responsabilité de l'employeur. Ça ne veut pas dire pour autant que le syndicat ne doit être laissé dans l'ignorance, qu'on ne doit pas discuter, comprendre notre avis sur la stratégie. C'est important, par exemple, pour un syndicat dans une entreprise de connaître la stratégie de l'entreprise pour pouvoir prendre position, par exemple, sur les questions de formation ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais après, je pense que chacun dans ses responsabilités, c'est aussi ce qui crée un équilibre démocratique. J'ajouterais que je ne suis pas persuadé que les syndicalistes soient les meilleurs gestionnaires. Vous ne pensez pas que parfois en France, on a l'impression d'une guerre sociale? Je veux dire par là que le fait que certains syndicats détestent tellement le pouvoir qu'au fond, on a parfois l'impression d'une animosité structurelle. Non, en tout cas, ce n'est pas vrai pour mon organisation syndicale. Vous savez, syndicalistes et syndicats révolutionnaires en France, j'en connais peu. Il y a peut-être quelques embryons ici ou là, mais les grandes organisations ne sont pas des organisations révolutionnaires. Alors après, elles sont plus ou moins contestataires, plus ou moins négociatrices. Et en même temps, au niveau national, vous avez des organisations qui signent peu, mais dans les entreprises, la situation est très différente. Non, je pense qu'il y a peut-être historiquement dans notre pays une tradition, mais ce n'est pas simplement sur le plan social, c'est vrai sur le plan politique, où il peut y avoir des affrontements. Quand je dis affrontements, je ne parle pas, bien entendu, d'affrontements physiques. Moi, je crois au rapport de force. La démocratie fonctionne aussi sur le rapport de force. Ce qui ne veut pas dire grève, obligatoirement. Une négociation, c'est un rapport de force, d'une certaine manière. Et quand les choses peuvent se passer dans la négociation, bien entendu que c'est beaucoup mieux. Mais quand la négociation échoue, il peut y avoir effectivement un rapport de force. Vous savez qu'aujourd'hui, la France n'est pas le pays où il y a le plus de grèves. Certains pays nordiques, la Finlande par exemple, il y a plus de journées de grève en Finlande qu'il n'y en a en France aujourd'hui. Par contre, parfois, il y a des conflits ou par des mobilisations, comme on a connu l'année dernière au moment de la loi travail, ou dans des grandes entreprises ou des grands services. Il peut y avoir des mobilisations qui marquent les esprits. Puis, je pense que le peuple français est historiquement un peuple qui peut être éruptif. Je ne dis pas qu'il l'est toujours, qui peut être éruptif, et moi j'ai toujours considéré que c'était un peuple politique, ce qui n'a rien à voir avec le syndicat, mais quand je dis un peuple politique, un peuple qui attend beaucoup de ses responsables politiques, y compris alors, quand il est satisfait ou quand il est insatisfait, et on le voit y compris à travers les élections. Alors non, je ne pense pas qu'il y ait d'animosité particulière, je pense que l'idéal, c'est que les choses se règlent par la négociation, mais pour négocier, il faut être deux, et ce n'est pas toujours simple. Est-ce que je me trompe? J'ai parfois l'impression que le syndicalisme, et pas forcément le vôtre, n'est satisfait que lorsqu'il a arraché quelque chose que le pouvoir pourtant était prêt à lui donner. Est-ce qu'il n'y a pas dans le syndicalisme l'idée d'une lutte nécessaire par rapport au pouvoir? On est toujours dans une
nous avons un rapport de force, ça c'est évident. Et puis, il y a, comme dans tout, il y a le travail sérieux, il y a toujours une part, aujourd'hui on va dire, de communication, voire une part de théâtre. Ça, je n'exclus pas qu'il y a ce genre de choses, y compris quand c'est sous les lumières des médias. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, ce genre de choses. Et que, vous savez, moi j'ai toujours considéré qu'une vraie négociation, ça ne se mène pas en public à 50 personnes avec une scénarisation. Ça, c'est ce que j'appelle les grands-messes. Ou alors c'est pour clôturer quelque chose qui a été préparé avant. La réalité, c'est que ça se mène en bilatéral, dans des discussions, pas forcément sous les sunlights, etc. Et je pense que c'est un travail beaucoup plus sérieux que l'on fait dans ce cadre-là. Maintenant, essayer d'arracher quelque chose, oui. Bien entendu, on discute en ce moment, j'essaie d'arracher des choses, c'est évident. Bon, mais même si c'est vrai chez nous comme ailleurs, notamment depuis pas mal d'années et notamment depuis la crise économique, c'est vrai qu'une partie importante de l'activité syndicale, ce que j'appellerais une activité de résistance, souvent on résiste pour pas qu'on retire quelque chose. Alors des fois on gagne, des fois on ne gagne pas. La période du syndicalisme plus conquérant, quand je dis plus conquérant pour les droits des salariés, on voit bien aujourd'hui que les négociations de salaire, c'est pas aussi évident que ça, qu'il faut se battre enfin, sur des plans sociaux, etc. Donc il y a une part de résistance importante. Et c'est vrai que la grande satisfaction quand on milite, c'est d'obtenir quelque chose. C'est pas simplement de bloquer quelque chose, c'est de pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Vous avez évoqué la loi travail, Jean-Claude Mailly. Est-ce que votre intelligence, votre réflexion vous conduisent parfois à examiner les échecs du syndicat dans telle ou telle manifestation? Est-ce que vous considérez que parfois il faut, a eu tort, a mal manœuvré, a une stratégie discutable? On s'interroge bien sûr toujours, parce qu'une mobilisation, le pire, c'est, enfin le plus dur, c'est pas de lancer une grève ou une mobilisation. Le plus dur, c'est de l'arrêter. C'est bien connu ça, parce que arrêter une mobilisation si vous n'avez rien obtenu, il y a de la rancœur, on n'est pas satisfait, etc. Mais après, ça dépend des contextes. Vous savez, la bagarre qu'il y a eu l'année dernière sur la loi travail, je la regrette pas. Je la regrette pas parce qu'on était à la fois sur le fond et sur la forme. On a été confronté, même pas à un gouvernement, à un président de la République. Je n'ai pas d'acrimonie particulière, c'est pas personnel, hein, mais qui n'a rien entendu, qui n'a rien écouté, qui était dans son bunker, etc. Bon, qui n'a pas respecté, y compris l'article L1 du Code du travail, qui oblige un gouvernement à consulter les interlocuteurs sociaux s'il veut toucher d'une manière ou d'une autre au Code du travail. Moi, j'ai vécu l'année dernière quelque chose je n'aurais jamais cru vivre. Voilà, une absence de réelle discussion avec des pouvoirs publics sur un projet de loi qui concerne les salariés. Je n'ai jamais, j'ai même écrit un bouquin. Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Comme disait l'autre, tout écrit, c'est le retour du refoulé. Peut-être, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, j'ai senti ce besoin d'expliquer ce qui s'était passé. Alors, je ne regrette pas ce mouvement, parce que, on n'a pas tout gagné, loin s'en faut, et notamment le point clé, on n'a pas gagné, mais on a quand même obtenu certaines choses. Et je me dis, ce qui n'était pas prévu dès le départ, ce n'était pas l'objet en tous les cas. Je pense sincèrement que l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons, ce n'est pas la seule, pour lequel François Hollande n'a pas pu se représenter, c'est aussi cet épisode-là. Il y a eu la déchéance de la CET, il y a les bouquins qui sont sortis, etc. Mais je pense que ça a été une des conséquences, qui n'était pas le but recherché, mais ça a été une des conséquences. Vous êtes, au fond, une personnalité emblématique, Jean-Claude Mailly, du monde syndical. Comment articule-t-on la réputation singulière, personnelle, peut-être même la célébrité qu'on a, avec le souci du collectif qui, je crois, est au cœur de tout syndicalisme? Écoute, d'abord, deux choses. Quand j'ai pris des responsabilités syndicales successives, j'ai toujours dit c'est deux choses. Il faut en avoir envie, bon, sinon il ne faut mieux pas le faire. Et en même temps, c'est un désir individuel, une acceptation individuelle, et en même temps, il faut que collectivement on vous le demande. C'est la rencontre entre ces deux éléments. Moi, chaque fois que j'ai pris une responsabilité dans le syndicat, bien souvent, c'est des camarades du syndicat me disent « tu devrais », etc. J'ai réfléchi, comme j'en avais envie, je l'ai fait. Donc, il y a toujours ce lien entre l'individuel et le collectif d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, c'est dans la vie de tous les jours.
C'est indispensable pour un secrétaire général de confédération. Alors certes, on a les rencontres avec le patronat, on a les rencontres avec les pouvoirs publics, les ministres, etc. Mais c'est y compris d'être régulièrement sur le terrain. Et moi, en moyenne, c'est au moins à peu près 2 jours par semaine. Alors, où c'est des rencontres avec des militants, où c'est des visites d'établissements publics, ou des visites d'entreprises, discussions avec les salariés, voir ce que vivent les salariés. Là, aller les voir là où ils travaillent, c'est quelque chose d'important. Et on ne peut pas faire du syndicalisme si on reste dans son bureau. J'ai tendance à dire qu'on peut difficilement être président de la République si on reste à l'Élysée aussi, d'ailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure à nouveau de la loi travail. Vous avez dit que rappeler votre dénonciation, ça veut dire que vous étiez totalement sincère à l'époque quand vous disiez tout ce que vous dénonciez sous le précédent quinquennat. Il n'y a jamais un jeu de rôle, une forme de comédie même honorable. Ah non, non, franchement... Vous pensez ce que vous dites et encore plus ce que vous écrivez. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas la parole d'un individu. Je rappelle que je suis mandaté. Comme on dit, je suis le mandaté numéro 1 de Force ouvrière. Mais on a des réunions d'instances régulières, on en discute, on prend des positions. Après, je porte ces positions publiquement. C'est une chose. Ah oui, oui, non, non, c'était vraiment... ça n'avait rien de politique ou politicien, c'était pas ça l'objet. Vous savez, pendant cette période, on a fait moult propositions, contre-propositions qui n'ont jamais carrément été examinées. Non, non, c'était vraiment une colère sur la méthode. Pour moi, c'était quelque chose d'incompréhensible dans une démocratie. Après, une colère sur le fond également, c'est évident. C'est pour ça d'ailleurs que je reconnais, en tous les cas aujourd'hui, demain je ne sais pas, mais aujourd'hui que je pense que l'actuel gouvernement a tiré les leçons de cet épisode et procède différemment en matière de concertation. Dans la forme, donc, en matière de syndicalisme, on n'est pas forcément condamné à une surenchère. Ah non, pas du tout. Écoutez, franchement, là, on est en discussion sur... il va y avoir des ordonnances à la fin de l'été. Si les choses se passent bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est une vraie concertation, qu'on n'est pas dans du cinéma, si c'est une concertation qu'on discute du fond des dossiers. À la fin, ordonnance, c'est pas une négociation, on n'a rien signé. Bon, c'est à la fin, c'est Parlement et gouvernement qui seront responsables, bien entendu, des textes. Mais une vraie concertation, ça veut dire discuter de tout. Et ça veut dire tenir compte aussi de ce que vous disent vos interlocuteurs. Si tel est le cas, tant mieux, moi je ne demande pas mieux. Maintenant, on verra à la fin du processus si c'est le cas. En tous les cas, moi je le dis publiquement, ça surprend peut-être parfois, certains disent « Ah ben qu'est-ce qui arrive à FO, voilà qu'ils discutent avec le gouvernement ». Non, la première position de l'organisation, c'est de dire « Bah oui, vous voulez discuter, vous êtes d'accord pour avoir une discussion de fond, tant mieux, nous allons avoir cette discussion de fond. Et si on peut en sortir positivement, je ne demande pas mieux. » Le syndicalisme, c'est pas du procès d'intention. C'est sur les actes qu'on juge. Donc ce sera vraiment sur des textes écrits. On verra s'ils ont tenu compte de ce que l'on dit. On a dit nos lignes rouges, les autres aussi, etc. Donc non, c'est vraiment des choses sincères, oui. J'ai été frappé par l'appréciation très favorable, la vôtre notamment, sur la nomination de cette ministre du Travail que vous connaissiez. C'est capital, le ministre du Travail, dans un gouvernement? C'est un poste important, c'est un de nos interlocuteurs principaux, même si j'ai conscience que les choses ont évolué depuis la mise en place du quinquennat. Le fait qu'il y ait le quinquennat, donc l'élection présidentielle sur 5 ans, dans la foulée, l'élection législative, un quinquennat, c'est court, en même temps, et tout remonte à l'Élysée d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, d'une certaine manière, avec Nicolas Sarkozy, c'était visible, il ne s'en cachait pas. Avec François Hollande, c'était plus discret, mais c'était tout aussi réel. Et je suis persuadé que même si l'actuel président dit publiquement « je veux revenir aux sources de la 5e » et que le président dresse le cap, les orientations et le gouvernement met en musique, je ne dis pas qu'il n'est pas sincère quand il dit ça, mais je suis persuadé que sur toutes les questions sociales et économiques, ils vont surveiller ça à l'Élysée comme le lait sur le feu, quoi. Donc, alors, ça veut dire que le poids de l'Élysée est prégnant, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a le Premier ministre, il y a le ministre du Travail, il y a le ministre de l'Économie, mais le ministre ou la ministre du Travail, en l'occurrence, c'est notre interlocuteur régulier. Et à partir du moment où, moi, je considère, je peux me tromper, mais c'est mon appréciation, c'est quelqu'un que j'ai connu
dans les années 90, alors qu'elle était au cabinet de Martine Aubry. Alors, on n'a pas eu des contacts réguliers, mais que j'ai recroisé à différentes reprises, y compris quand elle a été DRH chez Danone. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une expérience du terrain en tant que DRH, qui a une expérience politique dans le cadre des cabinets ministériels, donc qui a un peu multiples expériences, quelqu'un qui est direct, donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis vous savez, moi j'ai toujours considéré que la première des choses importantes, c'est est-ce qu'avec un interlocuteur, quel qu'il soit, est-ce qu'on arrive à créer une relation de respect et de confiance. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Hein, c'est la démocratie. Mais est-ce qu'on arrive à créer une relation de respect et de confiance? S'il n'y a pas cette relation de respect et de confiance, généralement, ça ne fonctionne pas. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire les choses franchement, respecter des règles si on se les est posées tous les deux, ne pas se faire de coups dans le dos. Comme je dis, voilà. Bon, je pense que ça fait partie de ces personnes. Ça, c'est pas une histoire de couleur politique, c'est pas... Bon, ça fait partie de ces personnes avec qui on peut avoir ce type de relation. Quand on dirige un grand syndicat, faut-il être forcément de gauche en France? Non, ce n'est pas une obligation. Non, ça n'est pas une obligation. Bon, moi, j'ai jamais caché que... Non, moi, je le dis, en plus, je ne m'en cache pas. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai une carte au Parti Socialiste, à titre individuel, et je ne m'en cache pas. Mes prédécesseurs aussi, mais ça n'est pas une obligation. On peut se demander demain si ça existera encore, d'ailleurs, le Parti Socialiste, je n'en sais rien. Bon, je dis ça sous forme de boutade. Mais non, ça n'est pas une obligation. En tous les cas, quel que soit... le militant, le responsable, qui peut avoir par ailleurs à titre individuel, non pas un engagement, mais une carte quelque part, ça ne doit pas empiéter sur le travail syndical. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas parce que j'avais une carte là que je ne me suis pas affronté aux socialistes quand ils étaient au gouvernement, par exemple. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Je sais, il faut savoir faire la part des choses. C'était vrai d'André Bergeron, c'était vrai de Marc Blondel également, mais ça n'est pas une obligation ni d'avoir une carte, ni d'être encarté dans un parti dit de gauche. Je crois savoir, me rappeler en tout cas, que vous aviez refusé de donner des consignes lors de l'élection présidentielle, contrairement à d'autres syndicats. Vous pouvez m'expliquer votre position, parce qu'elle me paraît évidente, mais apparemment elle devient presque discutée en France. Oui, parce que nous considérons que dans une démocratie, le rôle du syndicat n'est pas le même rôle qu'un parti politique. Le syndicat s'adresse aux salariés, d'une manière, si c'est un syndicat de salariés, c'est un syndicat d'employeurs, il va s'adresser aux employeurs. Donc un parti politique s'adresse aux citoyens, aux citoyennes et aux citoyens. Les deux sont indispensables. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des contacts démocratiques avec les partis politiques. Ça ne veut pas dire que le syndicat ne s'occupe exclusivement que des intérêts des salariés en niant l'existence de l'intérêt général, mais nous n'avons pas la même responsabilité. Et par exemple, dans l'organisation syndicale, nous ne discutons jamais de politique politicienne. Si vous êtes dans une réunion FO et qu'un des militants ou une militante intervient en disant, je ne sais pas moi, au nom du Parti Socialiste, au nom de telle école trotskiste ou républicaine, je n'en sais rien, il ne termine pas sa phrase. On n'est pas là pour ça. Voilà. Pareil sur le plan des idées religieuses. On peut être adhérent FO et on ne demande jamais à un adhérent ou à une adhérente qu'est-ce qu'il pense politiquement, s'il a une carte politique quelque part, est-ce qu'il est catholique, protestant, musulman, bouddhiste, mécréant, c'est pas notre problème. Mais ça doit rester en dehors du syndicat. Et considère que nous ne sommes pas à partir de là des directeurs de conscience. Les gens, quand ils votent à une élection politique, c'est à titre de citoyen, c'est pas à titre d'adhérent du syndicat ou de salarié. Hein, dans l'isoloir, ils font bien ce qu'ils veulent. Ça ne nous empêche pas de rappeler quelles sont nos positions générales. Qu'est-ce qu'on pense en matière d'Europe, d'international, d'emploi, de chômage, d'activité économique, ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas aussi ce que nous avons fait, par exemple, pendant la dernière présidentielle, d'expliquer que nous avons, je dirais, génétiquement toujours été opposés au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme, que nous avons toujours combattu les idées d'extrême droite, tout ça oui, mais pour autant, nous ne donnons pas de consigne de vote, qu'elle soit directe ou indirecte. Parce que dans un deuxième tour d'élection présidentielle, si vous dites qu'il ne faut pas voter pour un tel, ça veut dire indirectement qu'il faut voter pour l'autre, hein, d'une manière ou d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu des militants à chaque fois, hein, des adhérents. C'est aussi un respect de leur liberté individuelle en tant que citoyen.
hein. On est adhérent en tant que salarié ou retraité ou demandeur d'emploi, mais s'il y en a beaucoup moins, on n'est pas adhérent en tant que citoyen. Quelle est votre explication de l'importance du vote ouvrier en faveur du FN? Ah, ben c'est ce que j'entends depuis pas mal d'années maintenant. Vous savez, moi, ça fait 3-4 ans que j'explique publiquement, alors c'est des formules de discours, je pousse pour me faire comprendre, que, attention, tant au niveau européen, notamment au niveau européen, et quand je dis au niveau européen, je ne vise pas la Commission européenne. Je rappelle quand même que tous les traités qui existent ont été négociés par les gouvernements européens. Et la Commission européenne, elle peut peut-être en rajouter parfois, comme ce fut le cas avec la Commission Barroso, mais elle applique aussi les traités qui ont été décidés. Et tant au niveau européen qu'au niveau national, on est dans des logiques d'austérité. Et ces logiques d'austérité, moi je dis, alors c'est une formule un peu abrupte, mais elles sont 3 fois suicidaires. Elles sont suicidaires socialement, parce que ici ou là, ça remet en cause des droits, à des degrés divers. Hein. L'austérité en Grèce n'est pas la même qu'en Espagne, ou encore moins qu'en France, bien entendu. Mais c'est la même logique. C'est suicidaire économiquement, il suffit de regarder l'activité économique globale de l'Europe ces dernières années comparée à d'autres zones, que ce soit la zone américaine ou la Chine ou l'Asie. Bon. Et je dis attention, ça finira par l'être démocratiquement. Et j'explique régulièrement dans mes discours depuis un bon bout de temps, regardez les dernières élections européennes. Qu'est-ce qu'on constate sur l'ensemble de l'Union européenne? Partout, sauf dans 3 pays, vous avez ce que j'appelle une montée des mouvements populistes, j'aime pas, parce que ça veut tout dire. J'appelle ça des mouvements de rejet de l'autre. C'est vrai chez nous, c'est le cas avec le Front National. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne. Vous avez un parti comme l'AfD en Allemagne qui a fait 15 ou 16% à Berlin, ça n'est quand même pas anodin, dans tous les pays nordiques, en Autriche, etc. Sauf dans 3 pays. L'Irlande, pour des raisons, je pense, liées à l'histoire de ce pays, à la religion, etc. L'Espagne ou le Portugal. L'Espagne et le Portugal, c'est dû à quoi, selon moi? C'est dû que Franco et Salazar, c'est pas si vieux que ça. Ça fait une 40aine d'années. Et que consciemment ou inconsciemment, dans la tête des Espagnols ou des Portugais, eh bien, ils se souviennent de ça. Donc, ça ne veut pas dire que la situation économique et sociale est bonne en Espagne et au Portugal, bien entendu, mais ça s'exprime autrement. Ça veut donc bien dire que ces mouvements naissent, au-delà de ces cas particuliers, quand il y a des problèmes économiques et sociaux. C'est un peu un terreau pour le développement de ces idées. D'où le fait de dire, attention, ces logiques d'austérité sont dangereuses. Donc, il faut savoir changer ces logiques-là, passer à autre chose. Et là, c'est une vraie responsabilité. Au-delà des questions sociales et économiques, je considère que c'est une vraie responsabilité des responsables politiques, des gouvernants, notamment au niveau européen. Sinon, on va dans le mur, d'une manière ou d'une autre. Quand j'étais jeune militant, l'année exacte, je ne sais plus si c'est 1982 ou 83, la Confédération, à l'époque, m'a envoyé dans un congrès mondial de jeunes syndicalistes de syndicats libres à Séville, en Espagne. Et nous étions 4000 à 4500 jeunes du monde libre, syndicats libres, etc. Le dernier jour, nous avons manifesté, et c'était calme, hein, une manifestation calme, dans les rues de Séville. Et moi, c'est une image qui m'a marqué. C'était donc 7-8 ans après la mort de Franco, beaucoup de gens fermaient encore leur volet sur le passage de la manifestation. C'est-à-dire que 7-8 ans après la mort de Franco, des gens avaient encore peur quand ils voyaient une manifestation. Ouais, c'est des choses qui vous marquent, ce genre de choses. Donc, en même temps, je me dis, si tu dis ça, d'abord, tu n'es pas le seul à dire ça. D'autres le pensent, comme moi. C'est une position aujourd'hui de quasi-totalité des syndicats européens. Je dis, bon, si je pense ça, je ne suis pas agrégé d'histoire, je n'ai pas un spécialiste des questions historiques. Je pense que nos gouvernants, quels qu'ils soient, le savent aussi, ce genre de choses. Donc la seule question qu'il faut se poser à ce moment-là, pourquoi, tout en sachant ça, ils ne changent pas d'orientation économique? Comme si, au-delà des individus et des candidats, on avait même à un moment donné persuadé que pour gagner une élection présidentielle en France, au 2e tour, il faut être face à Marine Le Pen. Mais moi, le problème, c'est qu'elle soit au 2e tour. Donc, je ne sais pas la personne, hein, là encore, ce sont les idées, l'histoire, etc. Donc, je pense que si on veut préserver la démocratie, qui évolue certes, mais si on veut préserver la démocratie, les questions sociales et économiques sont importantes. Et, alors, je reviens à ce que vous disiez au départ sur le vote ouvrier. Moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, je suis originaire du bassin minier.
On voit très bien que c'est une terre où les ouvriers, le monde ouvrier votait ou socialiste ou communiste pendant très longtemps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où ces votes-là représentent un vote non négligeable, pour le moins qu'on puisse dire, dans la population salariée. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent une phrase qui revient, si bien c'est tous les mêmes. Voilà. Et moi, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, qu'est-ce que ça a changé pour moi, quand moi et mes proches? Toujours des problèmes de pouvoir d'achat, peut-être que je vais perdre mon travail, mes gamins qui ne trouvent pas de boulot, etc. Ma vie ne change pas, ma vie ne s'améliore pas. C'est tous les mêmes. Donc c'est un peu, ça ne veut pas dire que ce sont obligatoirement qui partagent les autres thèses, mais il y a une part, je ne sais pas, je ne peux pas la quantifier, mais il y a une part de dire, voilà, comme c'est le vote qui ennuie le plus de monde, eh ben je vais voter ça. Hein, et puis certains allant même jusqu'à dire, et si bien on ne l'a pas essayé. Voilà, bon, mais voilà, donc attention, moi je tire à nouveau la sonnette d'alarme, c'est les gens qui votent comme ça qui sont responsables. C'est trop facile de dire ça. Je pense que c'est aux responsables politiques, à ceux qui gèrent le pays, je ne dis pas que le syndicalisme n'a aucune responsabilité, hein, mais c'est aux responsables, ceux qui prennent les décisions, je pense, de tout mettre en œuvre, pas simplement au niveau national, mais également au niveau européen, pour qu'on sorte de ces spirales d'austérité. Hein, enfin, c'est quand même, quand vous voyez la situation d'un pays comme la Grèce aujourd'hui, où encore on en parle ces jours-ci dans les journaux, les gens ne peuvent plus se soigner, enfin la Grèce fait partie de la zone euro. Est-ce qu'il est acceptable que des gens en Grèce aujourd'hui ne peuvent pas se soigner, ils ont un cancer, ils ne peuvent pas se soigner parce que les hôpitaux n'ont plus les moyens d'acheter les médicaments? Bon, c'est une réalité. Est-ce que c'est normal que, au-delà des débats qu'on peut avoir sur la zone euro, que ça existe encore dans notre pays? Est-ce qu'il faut des années et des années pour aborder sérieusement la question de la restructuration de la dette grecque? Il faudra bien y arriver un jour. Pourquoi ça traîne autant? Voilà, je crois que ce sont des questions de fond qui, à un moment donné, doivent être non seulement abordées, mais tranchées. Vous pensez que le plan économique et financier est le plus important? Est-ce qu'il n'y a pas une partie du peuple français qui a l'impression d'être tenu pour rien, laissé sur le bord de... un sentiment de désespérance qui dépasse peut-être le sentiment de l'austérité? Oui, mais je pense que c'est lié. Je pense que les choses sont liées. Écoutez, quand j'ai rencontré le président de la République là, récemment, quand il a fait le tour des interlocuteurs sociaux, moi j'ai l'habitude de dire les choses directement, bon, et je lui ai dit qu'il devait tenir compte du contexte de son élection. Il fait 24% au premier tour, il fait 66% au deuxième, donc 42 points de plus. Mais ce n'est pas pour autant que c'était un chèque en blanc sur un programme ou je ne sais quoi. Et donc qu'il fallait tenir compte de ce contexte particulier, que ça lui conférait au moins deux responsabilités. L'une, essayer de rassembler politiquement, ça c'est pas mon travail de syndicaliste, c'est le sien, c'est le leur. Mais je dis qu'il avait un choix à faire sur le plan social et économique, où il passait en force, où il décidait de pratiquer de manière démocratique, de concerter, etc. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, en espérant que ça va durer, ce genre de choses. Mais je pense qu'effectivement, il faut être très, très, très attentif à ce genre de choses, et que l'élection présidentielle, selon moi, je ne suis pas le seul à dire ça, a été révélatrice d'une double fracture. Une fracture sociale, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur augmentation des inégalités, la persistance d'un chômage très élevé, ce manque d'espoir. Moi, j'ai toujours pensé que quand les citoyens et citoyennes votaient à une élection présidentielle, ils ne votaient pas sur un programme détaillé, ils n'allaient pas apprendre les programmes des autres dans le détail. Par contre, ils cherchaient un sens, une vision, où on veut nous emmener. Voilà, c'est quoi le projet, hein, c'est un peu ça, donc ça confère effectivement une responsabilité importante. Ça, c'est l'aspect fracture sociale et une fracture territoriale. Les deux pouvant d'ailleurs se recouper. On voit très bien, ça c'est le poids, notamment c'est un élément, c'est pas le seul, les questions de désertification du service public. Moi je dis, quand on ferme un bureau de poste à Paris, je dis pas que c'est bien, mais vous prenez le métro, vous faites deux stations, vous en avez un autre. Quand on ferme un bureau de poste dans une zone rurale, tout le monde n'a pas accès à Internet, on peut avoir besoin d'aller à la poste, on n'a pas forcément le véhicule pour faire les 20 ou 30 km. Je prends le bureau de poste, mais en général, il y a autre chose qui ferme. Et quand les services publics ferment, souvent il y a la TPE, le commerce qui ferme, et les gens se sentent abandonnés de la République. Ils sont comme abandonnés de la République. Enfin, il y a un livre, je ne dis pas que je partage à 100%, mais
qui a été très intéressant là-dessus. C'est le livre de Christophe Guilly sur la France périphérique, par exemple. Mais c'est vrai, c'est une réalité, on le voit de manière régulière. Écoutez, ça fait... j'avais dit ça au président Sarkozy, j'avais dit ça au président Hollande, j'ai redit ça au président Macron. Chaque fois, les uns et les autres me disent « oui, on va le faire, on ne l'a pas fait ». Qu'est-ce qu'on demande? On demande, avant de dire « il faut supprimer tant d'effectifs dans la fonction publique », ce qui est une vision purement comptable, etc. Qu'on ait au moins un débat dans notre pays. Le lieu, il peut exister, c'est par exemple le commissariat à la stratégie et à la prospective, sur quel est le rôle, quelles sont les missions du service public dans notre République. Si on se dit tous républicains, donc c'est essayer au moins de respecter les principes. Ils n'ont jamais été respectés à 100%, mais l'objectif, c'est bien liberté, égalité, fraternité. Ça suppose notamment une égalité d'accès à l'hôpital, etc., y compris géographique. Donc, quel est le rôle, quelles sont les missions du service public? Après, une fois qu'on se met d'accord, ou pas d'ailleurs, mais au moins ça conduit un gouvernement à dire voilà ma vision sur l'aménagement du territoire, voilà ma vision sur le rôle du service public républicain. Après, est-ce que c'est l'État, la région? C'est secondaire. Hein, mais ce débat-là, on ne l'a toujours pas eu. J'espère qu'on va l'avoir là. Mais ce débat-là, on ne l'a toujours pas eu. Par contre, on nous a fait des révisions générales des politiques publiques, des modernisations de l'action publique, on change les cycles, etc. Avec une vision strictement comptable, j'ai rien contre les comptables, mais vision comptable et budgétaire, et on en voit les dégâts aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez pas que parfois la répugnance de tous les pouvoirs de gauche ou de droite à engager un véritable dialogue social vient du fait qu'ils sont persuadés que les syndicats, de toute manière, n'accepteront pas les conclusions du dialogue? S'ils sont persuadés de ça, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils vont prendre des décisions qui seraient, entre guillemets, toxiques socialement, qu'on ne pourrait pas accepter. Mais c'est une erreur d'avoir une vision de ce type. Enfin, si je prends, par exemple, en matière d'assurance chômage, on a eu une négociation qui s'est terminée avant la présidentielle, où les 3 organisations patronales, 4 confédérations sur 5, ont pris leurs responsabilités dans le domaine paritaire, puisqu'on gère une partie, pas tout, de l'assurance chômage, en disant voilà, il y a des difficultés financières, voilà les décisions qu'on prend, mais on veut préserver, etc. Donc est-ce que le dialogue est sincère? Parce que le dialogue, c'est de la consultation, ça peut être de la concertation, ça peut être de la négociation, mais en tous les cas, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère et loyal, ce dialogue? Est-ce qu'on est prêt à écouter les arguments de l'adversaire ou l'interlocuteur, peu importe, hein. À ce moment-là, quand c'est des gens des deux côtés de la table, quand ce sont des gens de bonne foi, etc., et qui veulent effectivement aboutir à un résultat, on obtient le résultat. Mais il ne faut pas que le dialogue, ce soit un prétexte où ça se transforme en opération de communication. Parce que, par exemple, pendant la loi travail en 2016, franchement, le dialogue a été très mauvais. Il n'a quasiment pas existé. On a été face à des oukases, une absence de souplesse, une absence de tenir compte des arguments de son interlocuteur. Donc, non, penser ça, c'est... à la limite, c'est nier le rôle du syndicat, mais c'est prendre un risque. Imaginez qu'un jour, parce que je souhaite, il y ait une grave crise, ils vont discuter avec qui, si c'est une crise sociale? C'est bien gentil la démocratie directe, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des systèmes de consultation des citoyens, c'est pas ça l'objet. Mais à un moment donné, il faut avoir des interlocuteurs qui soient des interlocuteurs représentatifs, mandatés, etc. Vous savez, dans les grandes entreprises, je ne crois pas qu'il y ait un seul DRH qui accepterait de ne plus avoir de syndicat en face de lui, parce qu'il sait très bien qu'il faut réguler, et ça régule par la négociation. Que pensez-vous, Jean-Claude Mailly, puisque vous avez évoqué votre sensibilité socialiste, de l'état du PS proprement dit aujourd'hui? Il est dans une sale situation. Alors bon, moi je pense que les partis politiques, je ne sais pas ce que sera demain le Parti Socialiste, j'en sais rien, hein, je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas ce qu'il sera demain, mais je pense que ça a été l'échec de politique menée, de mise en application de réformes qui n'avaient pas été annoncées. Enfin, quand je disais tout à l'heure, quand les citoyens votent à une élection présidentielle, ils recherchent du sens, ils recherchent un projet, ils recherchent une vision à moyen, à long terme. Ils cherchent aussi une crédibilité.
Cette crédibilité, c'est pas de dire je suis candidat, je fais un programme, je vais dans le détail, je vais augmenter ceci, cela, etc. Non, le sens. Et après que ce sens soit respecté. Enfin, je fais pas de bateau, mais je suppose que quand on fait du bateau, bon, il y a un cap. Après, en fonction des vents, le chemin peut être différent. Mais en tous les cas, on garde le cap. Donc ça, les gens ne supportent plus ça non plus. Qu'on dise, une formule, hein, mon ennemi c'est la finance, c'était une formule de campagne, je sais bien, mais quand après c'est le contraire, où les gens perçoivent ça comme le contraire, il y a un problème de crédibilité de la parole politique. Et les gens ne faisaient plus la différence. Or, il peut y avoir des modèles alternatifs, quels qu'ils soient. Il n'y a pas qu'un choix en économie, il y a des écoles économiques. Je regrette d'ailleurs que dans notre pays, moi c'est ma formation d'origine, mais je regrette que dans notre pays, comparé même aux pays anglo-saxons, où le débat économique est beaucoup plus important entre les différentes écoles économiques, là on a peu de débats économiques, y compris sur les grands médias, c'est toujours la même école qui intervient, etc. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde a une responsabilité dans ce genre d'affaires, mais que... Enfin, je l'ai dit au président de la République, l'actuel, je crois qu'il en est conscient d'ailleurs, il a une responsabilité immense sur les épaules. Il a une responsabilité immense. S'il ne réussit pas, et quand je dis s'il ne réussit pas, je pense en termes de réduction des inégalités, en termes d'activité économique, etc., j'ai peur que la prochaine fois, dans 5 ans, tout le monde crie encore au loup. Est-ce que, comment vous dire ça, vos charges importantes vous permettent-elles, Jean-Claude Mailly, d'avoir une vie personnelle, familiale, des loisirs, de satisfaire d'autres passions, ou est-ce que c'est terriblement absorbant? Non, c'est terrible. C'est un choix, hein, je ne me plains pas, puisqu'on n'est pas obligé d'être secrétaire général d'une organisation, on est des élus, etc. Mais c'est vrai que non, j'ai peu de temps à consacrer en dehors de mes activités syndicales, je le reconnais. Hein, j'essaye de lire un peu, mais y compris dans mes lectures, je retombe souvent sur des notes que je n'ai pas le temps de lire, sur des ouvrages qui vont être consacrés aux questions économiques. Je n'ai pas le temps de lire des romans. Je me dis toujours, ah ben ce sera pour plus tard. Donc ça, j'en ai un paquet à lire plus tard. J'espère que je pourrai, mais non, c'est... même parfois, je dis, il y a longtemps que je ne suis pas allé au cinéma, ça m'arrive, je le regrette. Alors, pour regarder un film à la télé, hein, mais c'est vrai que je dis, alors je ne travaille pas 24 heures sur 24, c'est pas... Mais c'est une conception, la conception que je fais de la fonction également, je dois pouvoir être joignable 24 heures sur 24. Voilà. Et donc, et ça arrive régulièrement, et entre les contacts, entre les déplacements, les réunions, les kilomètres qu'on avale, y compris aujourd'hui de plus en plus fréquemment des réunions internationales, il y a de quoi occuper un individu à plein temps. Paul Valéry a dit, et je cite trop souvent cette phrase, « Le pouvoir sans l'abus n'offre aucun charme ». Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un très grand pouvoir, Jean-Claude Mailly, et est-ce que, en toute bonne foi, vous savez résister à ce pouvoir considérable qui est le vôtre? Ah oui, je crois que là-dessus, j'ai toujours été comme ça. Moi, je garde la tête froide et j'ai toujours... je ne suis pas schizophrène, hein, mais j'ai toujours ce recul. Je pense, en tous les cas, y compris mon entourage, les proches du bureau confédéral, etc., savent vous dire si vous êtes un peu trop autoritaire, etc., y compris dans le syndicat. Et je pense que c'est une nécessité d'avoir savoir se regarder d'une certaine manière, hein, savoir dire, bon, voilà, toujours garder une forme d'humilité, en quelque sorte, hein, puis on est de passage dans la fonction. Hein, je rappelle que on est élu ou réélu régulièrement, ou on n'est pas réélu. Moi, mes camarades, à n'importe quel moment, peuvent décider que je ne sois pas secrétaire général. Bon, je vais partir dans 1 an, donc j'ai pu être réélu, mais et moi-même, après, j'ai mon éthique personnelle, moi je l'aurais toujours dit, je peux défendre ce à quoi je crois, personnellement. Alors après, il y a des marges de manœuvre, bien entendu. Si un jour, les structures de l'organisation, hein, là où on prend les décisions, avaient pris une décision avec laquelle j'étais en complet désaccord, j'aurais remis ma démission dans la foulée. Parce que, ne serait-ce que parce que je n'aurais pas su défendre quelque chose auquel je ne crois pas. Hein, je crois qu'il faut toujours avoir ça. Mais toujours avoir ce recul. Puis après, il faut relativiser
le pouvoir d'un secrétaire général de syndicat. Hein. Bon, à la limite, on peut avoir un peu de pouvoir, on est plus un animateur qu'autre chose dans l'organisation, parce qu'on vous écoute, parce qu'on vous aime bien, etc. Ben après, c'est pas nous qui signons les lois, voilà, c'est un pouvoir tout à fait relatif. Hein. Et puis, il faut surtout pas prendre la grosse tête. Est-ce que vous accepteriez, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, une définition à la fois humaine et me semble-t-il sociale du syndicalisme? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'un syndicat, c'est la volonté d'améliorer la condition de tous? Oui, c'est une définition qui me convient. Hein, syndicat, c'est ça, c'est revenir au vrai sens du mot réforme. Réforme, c'est un progrès. C'est un progrès pour tout le monde. C'est ça la réforme. Donc vous n'avez jamais pris pour une insulte le fait qu'on ait toujours dit que FO était un syndicat réformiste? Ah non, je l'assume. Et je le revendique même. Alors, bon, mes anciens disaient nous sommes un réformisme exigeant. Et c'est marrant parce que parfois, à l'extérieur de FO, d'autres nous considèrent comme imprévisibles. Vous savez, on aime bien mettre les gens dans des cases. Hein. Ah bah eux, ils contestent, eux, ils signent. À FO, on ne sait jamais. Bah oui, moi j'appelle ça la liberté. Dernière question, le souci du bonheur de tous, ça ne vous fait pas oublier le vôtre, j'espère? Peut-être un peu parfois. Bon, mais on s'en rattrapera d'ici peu de temps. Je vous remercie infiniment. Merci à vous.